peut-être attendre. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. On va attendre encore quelques minutes que tout le monde se connecte. Se connecter, ouais. Et après, on pourra démarrer. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ce premier webinaire dans le cadre de la Smile at Work Week sur le sujet de la gestion du stress. Bonjour aux nouveaux arrivants. Ça commence à se connecter. On va attendre encore 2-3 minutes pour laisser le temps aux personnes de se connecter. Ouais, dans pas longtemps pour démarrer. Ouais. Bonjour. Vous avez le chat aussi pour interagir, si jamais. Ouais, on va commencer. On va attendre encore une petite minute. Ouais. Là, il y a pas mal de nouveaux arrivés. Moi, je pense que c'est bon. Ouais, on va pouvoir y aller. Alors, tac. Ok, bon, du coup, on va commencer. Alors, bonjour à tout le monde. Nous sommes Laura et Marie, chargées de communication marketing chez Multibureau. Et aujourd'hui, nous sommes très heureuses en tout cas de vous retrouver pour le tout premier webinaire de la 5e édition de la Smile at Work Week, qui est en fait une semaine dédiée au bien-être au travail qu'on organise chez Multibureau depuis déjà 5 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Multibureau propose des espaces de travail flexibles en France, en Belgique et en Suisse. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, à venir nous rendre visite dans nos espaces de travail. Donc pour resituer un petit peu, ce webinaire d'une durée d'1 heure est présenté par Sébastien Dupont, coach en préparation mentale et ancien référent de la préparation mentale au sein de l'Armée de l'air. Et donc aujourd'hui, il aborde le sujet de la gestion du stress, en vous donnant les clés pour apprendre à gagner en sérénité, en efficacité, afin de préserver votre santé physique et mentale et vous épanouir au travail. C'est ça. Et on va sans plus tarder commencer. On va laisser la parole à Sébastien. N'hésitez pas pendant son intervention à échanger dans le chat. On répondra à toutes ces questions à la fin. C'est ça, on va récolter toutes les questions dans le chat en bas à droite et Sébastien va prendre peut-être 10 minutes à peu près à la fin de la séance pour revenir sur ces sujets, sur les questions que vous pourriez avoir. On vous souhaite un bon webinaire et on vous laisse la parole, Sébastien. Une bonne Merci. Merci à vous. Et bonjour, enchanté Multibureau et tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Donc 1 heure pour parler un petit peu du stress, en tout cas avec ma vision des choses. Plein de façons de voir le stress, plein de façons différentes. Dans tous les cas, si vous avez déjà lu des articles dessus, si vous avez surtout écouté les moyens de le gérer. Donc, je ne vais pas vous présenter la vérité, rien de dogmatique dans mon approche, mais simplement une façon de voir les choses. Et la façon, moi, que j'ai de voir les choses, elle m'a été enseignée et par mes différentes formations, mais surtout par mes retours terrain, puisque j'ai été effectivement pendant un certain moment responsable des techniques de préparation mentale dans l'armée de l'air, d'où la chemise blanche qui a changé un petit peu ces 2 dernières années, puisque j'étais encore militaire il y a 2 ans. Et toutes ces techniques de prévention des états de fatigue, quand on parle des états de fatigue, c'est des choses qu'on traite assez facilement aujourd'hui, dans tous les cas qui sont abordés assez facilement dans les armées aujourd'hui, mais avec évidemment un côté très transposable au monde de l'entreprise,
que vous représentez aujourd'hui face à moi. Je travaille aussi beaucoup avec les soignants, avec les primo-intervenants, les forces de l'ordre, les sportifs, etc., etc. Et effectivement, beaucoup en entreprise depuis pas mal de temps. Alors, pour aborder cette conférence, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on la garde de manière assez interactive et assez surtout ludique. Je vais vous proposer pas mal de petits exercices, surtout à la fin. Alors évidemment, libre à vous de pratiquer ou de ne pas pratiquer ce que je vais vous proposer. Hein, c'est votre liberté, évidemment, mais tant qu'à faire, c'est comme le bon vin. Pour se faire une idée de ce que c'est que le bon vin, il faut le goûter. Donc, n'hésitez pas à expérimenter ce que je vais vous proposer. Il vous faudra probablement aussi à un moment donné une calculatrice ou dans tous les cas quelque chose pour noter, faire un calcul. Donc, prenez votre téléphone portable pas loin en mode calculatrice ou autre chose. Bon, après, c'est un calcul simple, hein, je vous rassure. Hein, ce n'est pas non plus quelque chose de très compliqué, mais voilà. Alors, pour parler un petit peu du stress, avant toute chose, je voudrais qu'on fasse un peu un lien entre le stress, la fatigue et donc les états de bien-être, mais pour moi, qui doivent servir à quelque chose et à garantir un niveau de performance. Alors, quand je parle de performance, c'est performance au sens large. Hein. Et avant toute chose, pour vous parler un petit peu de la performance, je voudrais vous parler de la performance motrice, puisqu'on sait que le stress, la fatigue, il y a un impact sur la performance motrice. Et d'ailleurs, vous l'avez tous expérimenté, ça. Le matin, si à 6h, 7h, 8h du matin, vous êtes en retard, et que vous quittez votre domicile, vous souhaitez quitter votre domicile en étant un peu en retard et que vous avez vos lacets à faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est stressé, quand on est énervé par un truc, bah, ces lacets, on les fait moins bien. On va faire un double nœud. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Si je vous pose une question simple, quelle boucle vous mettez par-dessus l'autre pour faire vos lacets, vous? La droite ou la gauche? Et en général, on ne sait pas répondre spontanément à cette question. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, on a tellement répété de façon automatique le fait de faire nos lacets qu'on peut se dégager du processus intellectuel de comment je dois faire mes lacets. C'est-à-dire que les enfants, eux, quand ils apprennent à faire leurs lacets, ils doivent intellectualiser le comment on fait. Je vais faire une oreille de lapin ou je sais pas quoi, un petit puits, puis je sais même plus d'ailleurs expliquer comment on fait parce que ça a tellement été fait qu'on se dégage du processus intellectuel. Et ça, c'est l'objectif de notre cerveau. Notre cerveau, son objectif, c'est d'économiser de l'énergie et d'automatiser tout ce qu'il peut automatiser pour gagner en fait en énergie et porter son attention sur des choses nouvelles. Tant qu'on n'a pas de processus automatique enclenché par l'apprentissage, comme l'enfant, par exemple, qui apprend à faire ses lacets, eh ben, vous noterez que l'enfant, si vous lui posez une question pendant qu'il est en train de faire ses lacets, il va devoir faire un choix. Il ne pourra pas faire les deux en même temps. Il ne pourra pas intellectualiser le fait de faire ses lacets et intellectualiser la question que vous venez de lui poser. Donc, soit ses doigts vont se figer pour qu'il puisse porter son attention sur la question que vous venez de lui poser, soit il va éluder votre question, il va terminer ce qu'il est en train de faire, et il pourra vous répondre après. Il faut savoir que le cerveau ne peut pas être performant à 100% sur toutes les tâches qu'on lui impose de nos jours. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2022, on est très multitâche. Et vous comprenez que notre cerveau ne peut pas déporter à 100% son niveau de performance sur toutes les tâches qui lui incombent. Là, je viens de vous dire donc effectivement, nous, à l'âge adulte, normalement, on sait faire nos lacets de façon complètement automatique. Et pourtant, quand on est sous facteur de stress, la voie automatique est perturbée. On fait moins bien nos lacets. On est moins fin dans nos habiletés motrices. Alors, quand je vous dis, quand on est stressé, qu'on fait moins bien ses lacets, ce n'est pas très grave à la limite. Mais dans certains corps de métier, quand la finesse de nos habiletés motrices est impactée par le stress, par la fatigue, vous voyez, je vous ai mis des photos de contexte professionnel assez spécifiques, effectivement, on peut se douter que du coup, le stress peut avoir un impact sur la sécurité, peut avoir un impact sur nos performances globales. Je vous laisse imaginer que quand on est en train de conduire et qu'on est stressé, et malheureusement ça arrive un peu trop souvent, effectivement on conduit moins bien, on prend plus de risques finalement, avec des gestes qui sont pourtant théoriquement totalement maîtrisés, qui le sont moins quand on est derrière son volant et qu'on est stressé. C'est vrai aussi sur la façon dont on raisonne, c'est-à-dire que là je vais vous parler des performances cognitives, c'est-à-dire la façon dont on raisonne, la façon dont on apprend, la façon dont on restitue nos apprentissages. Et effectivement, je vous donne un autre exemple. Toujours, je suis en retard le matin. Ça peut arriver que des choses qu'on fait de manière totalement automatique, on oublie de le faire.
Par exemple, quand je suis stressé, que je pense à mon retard que j'ai, qui va avoir un impact à mon bureau quand j'arrive, avec la relation avec mes collègues, la vision des collègues sur mon retard, la vision de mon patron sur mon retard, et ben, comme je suis obnubilé par les conséquences de mon retard, et ben, je vais peut-être partir en oubliant de fermer la porte de chez moi. Je vais peut-être partir en oubliant de fermer une fenêtre. Je vais peut-être partir en oubliant de mettre un manteau à mon gamin pour partir à l'école, etc. Donc, on voit que la prise de décision, le fait de faire des choix d'habitude de manière automatique, c'est impacté par les facteurs de stress. Tout simplement, encore une fois, parce que notre cerveau ne peut pas traiter toutes les choses en même temps, ce n'est pas possible. Je vous donne ici quelques images qui me semblent assez importantes. Par exemple, l'étudiant sous facteur de stress qui peut avoir le syndrome de la page blanche alors que pourtant il connaît ses cours par cœur. Le fait que l'espace temporel, vous le savez, soit un petit peu évolutif. La perception temporelle est évolutive en fonction de nos facteurs émotionnels. Quand je suis coincé dans les bouchons pour partir en vacances, vous savez, sur l'A6, la direction le sud de la France, et ben on a l'impression qu'une heure dans les bouchons, ça fait 5 heures qu'on y est. Et puis quand enfin vous arrivez sur le lieu des vacances, ça fait une semaine que vous êtes en vacances, vous avez l'impression que vous avez vécu que 2 jours. Donc on a cet aspect un petit peu évolutif dans notre perception temporelle en fonction de nos états émotionnels. Nos prises de décision vont être impactées parce qu'on peut avoir un manque de recul des fois sur certaines choses. Vous voyez le militaire qui ici, sous facteur émotionnel, doit faire un choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en danger? Est-ce que je ne le suis pas? On parle aussi d'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est le fait que quand on est sous facteur de stress, on ait un champ perceptif qui soit très rétréci. Moi, j'ai travaillé récemment pour une association qui fait de la formation pour les préventions, en prévention des agressions physiques ou sexuelles chez les femmes. Et ça, c'est quelque chose qui est très verbalisé. C'est que quelqu'un qui a déjà été victime d'une agression, eh ben, dans un souterrain, par exemple, quand je suis seul dans un parking en train de ranger mes courses et que j'entends un bruit de pas, eh ben, je vais porter toute mon attention sur la provenance du bruit de pas, mais par contre au détriment peut-être de certaines choses que je pourrais voir habituellement, etc. On aurait entre 11 et 13 millions d'informations sensorielles qui rentreraient dans notre cerveau à chaque seconde. Autrement dit, au moment où j'ai claqué des mains, est-ce que vous aviez conscience de vos vêtements sur vos épaules? A priori, non. Maintenant que je vous le dis, oui. Est-ce que vous aviez conscience de votre respiration? A priori, non. Mais maintenant qu'on en parle, oui. Et là, on va faire un rapport un peu entre l'inconscient et le conscient. Pour moi, le conscient, c'est tout ce que je suis capable de verbaliser dans ma tête à un instant T. Et vous imaginez l'ensemble des informations qui transitent par nos 5 sens à chaque seconde, 11 à 13 millions. Sauf que on n'aurait conscience que de 30 à 40 d'entre elles. Vous imaginez à nous, c'est de faire en sorte qu'on traite les informations dans l'ordre, tout simplement. Et pour ça, de temps en temps, ça vaut le coup de faire du focus d'attention. Alors, je vais vous proposer un petit exercice, mais méga simple. Ensuite, on va un peu transposer sur autre chose, qui nous permet de prendre conscience, tout simplement, de l'importance de faire du focus d'attention. Je vais vous demander de prendre dans vos mains un objet, n'importe lequel. Ça peut être un stylo, votre téléphone portable. Moi, j'ai un gobelet d'eau vide, tant qu'à faire. Ça peut être n'importe quoi. Et je vais vous inviter à jouer à un petit jeu avec votre objet. Je vais vous proposer de porter toute votre attention visuelle sur votre objet, à le regarder comme si c'était la première fois que vous le regardiez. La couleur, la forme, s'il y a des écritures quelque part, allez récupérer visuellement le moindre petit détail de l'objet que vous avez entre vos mains. Est-ce que c'est transparent? Pour moi, un petit peu. Est-ce que c'est opaque? Toutes les petites particularités. On va continuer à jouer un petit peu, mais avec le sens auditif maintenant, si vous le voulez bien. Je vais vous inviter à peut-être le frotter avec le bout du doigt, le taper sur l'ongle, simplement pour repérer les différences de sonorité, le son qui est capable de vous procurer votre objet, comme s'il pouvait vous parler. Est-ce que c'est un son plein, un son creux? Est-ce que c'est plastique? Est-ce que c'est métallique? Est-ce que c'est aigu? Est-ce que c'est un son fort, un son doux? Allez-y, je vous laisse faire tranquillement, travailler, soyez curieux.
Voilà, c'est bien. On va jouer avec le sens maintenant qu'on appelle kinesthésique. Autrement dit, quelle est l'information que me renvoie en termes sensoriels mon objet entre mes doigts? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est rugueux? Très bien. Vous pouvez aller sentir votre objet, odeur de plastique, une odeur neutre, agréable, désagréable, peu importe. Évidemment, si vous avez un objet comestible, on pourrait même imaginer que vous puissiez jouer avec le sens gustatif. On arrête simplement, on met de côté cette petite expérience dans un premier temps pour que vous puissiez noter que si vous avez joué le jeu à 100%, normalement, vous n'avez pensé à rien d'autre qu'à votre objet pendant ce petit jeu-là. Donc, vous vous êtes coupé de quoi? De potentiellement de vos pensées négatives. On aurait entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. 90% de ces pensées sont des pensées négatives. Intéressant de savoir ça. 90% de ces 90% de pensées négatives sont toujours les mêmes pensées. Autrement dit, c'est comme si dans notre cerveau, on avait une espèce de disque rayé qui tournait en boucle. Et je crois que la gestion du stress, ça passe déjà par le fait de pouvoir débrancher ce disque-là. Comment est-ce qu'on peut faire? Au lieu de porter notre attention sur les pensées négatives, ça serait porter notre attention sur autre chose. Là, on a joué avec un gobelet. C'est une technique qu'on a utilisée avec beaucoup de mes collègues pendant la crise Covid-19, là, de mars, avril, mai 2020, parce qu'on travaillait au bénéfice des soignants à cette époque-là, bénévolement. On avait monté une association, on proposait des séances un peu gestion du stress, mais flash, il fallait que ce soit très court. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'on a joué 3-4 minutes ensemble, hein, c'est très court. Et les soignants nous verbalisaient à ce moment-là qui, même en salle de pause, quand ils étaient au repos, en fait, ils ne se reposaient pas. Pourquoi? Parce que le corps était au repos. Mais physiquement, dans la tête, ils étaient encore dans leur salle de réa avec leurs patients en train de crever. Ils étaient encore avec, dans leur tête, les émotions liées au fait qu'ils n'ont pas vu leur famille depuis 48 heures. Ils étaient encore dans leur tête avec leur collègue qui est malade lui-même. Voilà. Et je crois que c'est ça aussi la gestion du stress. Oui, c'est savoir débrancher le corps, mais c'est savoir aussi débrancher le mental. Et pour ça, il y a quelque chose qui est indispensable à faire, c'est qu'à un moment donné, si vous êtes en vacances, si vous êtes avec votre famille, si vous êtes avec des amis, soyez-y vraiment. Autrement dit, c'est faire les choses en pleine conscience, comme là on vient de le faire avec le gobelet. Si vous êtes en balade en forêt avec vos enfants, mais que vous continuez à traiter vos informations négatives liées au travail, liées à un conflit, liées peu importe, vous ne serez pas vraiment dans la forêt. Vous aurez encore un petit peu ce stress-là qui va continuer à ruminer. Et je crois que c'est important de noter qu'il est essentiel de se déconnecter à un moment donné de notre espace mental un peu pourri et de se reconnecter avec des choses beaucoup plus favorables. Par exemple, je suis en forêt, c'est vraiment profiter de ma forêt. Je suis en bord de mer, c'est vraiment profiter du bord de mer. Les couleurs, les sons, les odeurs, les sensations, les émotions, vivre les choses à 100%, la gestion du stress, c'est aussi ça. Alors, je vais vous proposer un autre exercice qui permet un petit peu de faciliter la déconnexion comme ça. On a vu là ici du recentrage d'attention sur un objet externe. Je vais vous proposer du recentrage d'attention sur un truc un peu plus interne qui peut s'emmener partout avec soi. C'est la respiration. La respiration, c'est gratuit. C'est notre meilleur allié santé. Vraiment, je pense que dans notre monde occidental, on n'y fait pas assez attention. Dans les pays orientaux, ils ont bien compris l'essence même de travailler sa respiration. C'est vraiment la base. Alors, je vais vous proposer de vous installer, ça va durer 4-5 minutes, même pas 3 minutes peut-être. Je vais vous inviter à vous installer confortablement là où vous êtes. Ça peut être dans votre fauteuil. Ça peut être même pas forcément une position très confortable. C'est une position où vous êtes bien, tout simplement. Prenez une grande inspiration quand c'est fait. Sur l'expiration, vous pouvez autoriser vos yeux à se fermer et vous installez tranquillement dans vos yeux fermés pour faciliter du recentrage. Vous installez dans votre bassin bien déverrouillé et vous installez dans votre respiration. Prenez-en conscience de cette respiration, une respiration automatique. Prenez conscience de vos fréquences respiratoires. Prenez conscience de vos volumes respiratoires.
et prenez conscience de la façon dont votre corps bouge pour respirer. Quelle partie du corps vous sollicitez? Le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. La poitrine, le thorax, avec cette sensation de côte qui s'écarte et qui se resserre. Et peut-être même, si vous êtes particulièrement attentif, les épaules qui sont mobilisées pendant que vous respirez. Léger mouvement des épaules qui se soulèvent, qui se débloquent à l'inspiration et qui s'abaissent à l'expiration. Prenez conscience particulièrement de l'air qui circule à la base de votre nez. Et notez que cet air a une température particulière, un air plus frais qu'ailleurs, un air agréablement frais. Si vous êtes joueur, créatif, mais c'est qu'une option, vous pouvez même attribuer une couleur à cet air frais. Et je vais vous inviter sur une prochaine inspiration à ramener de l'air frais et peut-être même l'odeur de cet air frais dans vos narines. Sur une prochaine inspiration, plus grande encore, ramenez cette odeur, cette couleur d'air frais jusque dans la gorge. Et encore un peu plus loin, jusque dans les poumons, jusque dans le ventre. Là où votre corps respire. C'est très bien. Notez sur vos expirations que c'est un air réchauffé que vous replacez dans la pièce. Et je vais vous inviter tranquillement, doucement, à commencer à expirer un peu plus longtemps. Prolongez vos temps d'expiration. Souffle de plus en plus long et de plus en plus calme. Inspiration d'air frais, pur, positif. Et souffle de plus en plus long, de plus en plus calme. Et pour envisager de terminer ce petit exercice de respiration, je vais vous proposer de remettre un tout petit peu plus de dynamisme dans votre respiration en sollicitant un petit peu plus Ouais, apparemment, j'ai une déconnexion, une coupure. Oui, on a été coupé, oui. Oui. Je pense pas très longtemps. J'espère pas très longtemps. Non, ça a Qu'est-ce que vous avez duré entendu 10, en 15 dernier? secondes. C'était quand on était sur le dernier exercice, en fait, sur la fin. Est-ce que vous avez entendu l'expiration qui se prolonge? Non, celle-là, Non, là, Ok, non. ok, donc je vous le débriefe. Mm. En technique de respiration, une fois qu'on a focalisé notre attention sur la respiration, ce qu'on peut faire, c'est laisser le souffle se prolonger. Voilà, j'inspire grand et je souffle de plus en plus longtemps. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc, inspiration et souffle qui se prolonge. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'inspire, je sollicite le système nerveux sympathique. Autrement dit, mon rythme cardiaque augmente. Et quand j'expire, je sollicite le système nerveux parasympathique. Autrement dit, le rythme cardiaque diminue. Donc, ce qui veut dire que si je suis gêné avant une prise de parole en public, par exemple, avant toutes sortes de phénomènes stressants, si je suis gêné par mon rythme cardiaque un petit peu fort, je peux le contrôler par ma respiration en prolongeant mon temps d'expiration. D'accord? Donc ça, c'est un exercice à retenir. On peut donc focaliser notre attention sur la respiration, ce qui nous permettra de se décentrer des pensées négatives. Ça, je vous en ai parlé. Mais on peut aussi jouer sur un aspect un peu plus mécanique, en diminuant, en contrôlant, en régulant notre fréquence cardiaque, en jouant sur notre respiration qui se prolonge. J'inspire et je prolonge mon expiration, ce qui s'appelle pratiquer de la respiration qu'on appellera relaxante. Alors, je vous partage mon PowerPoint. J'espère que
je vous voyais un peu figé là, Oui. les filles, là, sur mon écran. Je me suis à fond dans l'exercice. Non, en fait, c'est juste que ça ne marchait plus. Bon, j'espère que ça va pas Quelques recommencer. secondes. Hein, Oui, ça va, ça va. Ok. Ah, c'est les joies de la technique. Et Voilà, oui. c'est comme ça. Pourtant, je vous l'ai dit, je suis en plein centre de Paris. Hein. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je vous ai dit effectivement qu'il y avait un impact du stress et de la fatigue sur nos performances motrices, cognitives, la façon dont notre cerveau fonctionne. Donc, ça veut dire que sous facteur de stress, on apprend moins bien ou on est capable peut-être de moins bien restituer aussi. Mais il y a un impact aussi sur nos performances relationnelles. Vous l'avez déjà probablement vécu, ça, mais quand on est stressé, qu'on est fatigué, les larmes viennent plus vite. On se met plus vite en colère, on est plus vite impatient, d'où probablement le vrai besoin de gérer son stress et sa fatigue aussi quand on travaille en groupe. Hein, donc effectivement, il y a un lien sur mes processus managériaux, pédagogiques. Ça peut être tout simplement sur mes systèmes éducatifs. Si je suis très fatigué, je suis moins patient avec mes enfants. Je suis moins empathique, tout simplement. Ça s'explique par les neurosciences. C'est tout simplement que mon cortex préfrontal, il est moins alimenté, moins en oxygène, en glycogène, etc. Et puis, mon cortex préfrontal, c'est cette partie de cerveau qui a cette capacité de prise de recul sur les événements. Et s'il est moins bien alimenté, c'est mon cerveau un peu plus émotionnel qui va piloter. Et effectivement, si je suis pétri d'émotions et que lui, il n'est plus là pour me dire « Oh, stop, temporise, prends du recul ». Et vous notez qu'en début de réunion, quand il y a quelqu'un que j'aime pas trop, qui est assis à côté de moi, qui dit des réflexions, je suis patient, je suis capable de dire « Bon, ça va, il va se calmer, etc. » Plus la réunion avance, moins je suis tolérant. Hein, je pense que vous avez remarqué ça. Mais ça s'explique par les neurosciences. D'où vraiment l'idée de gérer son stress et de se prévenir des états de fatigue. Et mesdames, n'hésitez pas à me contredire, mais je crois qu'on se retrouve bientôt pour parler de la fatigue et du sommeil, non? Donc, Oui, c'est c'est vraiment, ça. Tout à fait. En voilà. fin de Donc, semaine. c'est Ouais, vraiment vendredi. deux conférences qui viennent se compléter l'une avec l'autre et ce sera très intéressant de parler de tout ça. Je crois que c'est la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. C'est Non, c'est vendredi. Ouais, vendredi de cette vendredi Vendredi, semaine. ouais, midi. Mm. exactement. Évidemment, il y a un impact sur la santé, mais je vais y revenir dans quelques instants, puisque, bon, ça, il n'y a pas de secret, hein, mais on sait que ça accélère les processus inflammatoires, le stress et la fatigue, baisse de l'efficacité du système immunitaire, syndrome dépressif, évidemment, qui peut aller jusqu'au burn-out. Je vous en ai parlé, mais évidemment, comment ne pas parler des risques d'accidents au volant, mais aussi d'accidents de manutention. Hein. J'interviens beaucoup, des fois, dans des groupes où il y a de la sécurité, hein, les groupes du bâtiment ou des choses comme ça. Donc voilà, tout ça, c'est important d'en parler. Si on doit donner une définition au stress, Hans Selye, alors je bouge un tout petit peu ça parce que sinon vous n'allez pas voir. Hop. Hans Selye parle des réponses non spécifiques de l'organisme à toute demande positive ou négative qui lui est adressée. Autrement dit, ce n'est pas tellement l'origine, le contexte émotionnel de la demande qui compte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est homme et la femme est femme, il ne faut pas les oublier, sinon je me fais taper sur les doigts, mais depuis la nuit des temps, l'être humain est programmé, et d'ailleurs toute espèce vivante est programmée pour interagir avec son environnement. Quand je suis soumis à un environnement, quelle que soit l'origine de l'environnement, quelle que soit la stimulation, je suis fabriqué, mon cerveau est fabriqué pour interagir avec l'environnement et m'adapter à l'environnement. L'ensemble de ces mécanismes d'adaptation s'appelle le stress. Si à un moment donné, vous ressentez du froid, on va se mettre à avoir la chair de poule et des frissons. C'est une réaction de stress physiologique. Si à un moment donné, je suis plongé dans la pénombre, mes pupilles vont se dilater. C'est une réaction de stress qui me permet de m'adapter à la pénombre. Donc, vous comprenez qu'on a un ensemble de réactions physiologiques de stress, mais pas que, qui nous permettent donc de nous adapter à tout type de demande. Et il y a 20 000 ans, le cerveau de l'être humain, il était programmé pour réagir à des agresseurs physiques. Quand je sortais de ma grotte, ce qui m'intéressait, moi, c'était de savoir si j'allais pas être bouffé par un ours ou je ne sais quoi. L'agression physique aujourd'hui n'existe plus. Pourtant, on a le même cerveau qu'il y a 20 000 ans, exactement le même cerveau. Le type d'agresseur aujourd'hui qui existe, il est plus physique, il est psychologique. Pression hiérarchique, pression temporelle, pression financière, pression sanitaire, le Covid-19. Sauf que mon cerveau réagit de la même manière dans ses programmes les plus ancestraux à une agression physique qu'à une agression psychologique. Il ne sait pas faire la différence. À partir du moment où je suis potentiellement en danger, les réactions que je mettais en place il y a 20 000 ans pour réagir face à l'ours,
Eh ben, ça va être les mêmes réactions quand je suis en prise de parole en public. Mon rythme cardiaque va augmenter. Pourquoi? Pour que je puisse envoyer plus de sang oxygéné vers mes muscles pour réagir face à l'agresseur physique, mais aussi face à mon cerveau pour que je puisse le traiter en priorité. D'où l'effet tunnel. Si je suis coursé par un ours, vous inquiétez pas que vous pouvez me poser la question de 2 plus 2, combien ça fait, je ne sais plus répondre. Hein. Vous voyez? Donc, il y a cette espèce d'effet tunnel qui donc explique l'adaptation cognitive, mais l'aspect physiologique est mis en place. Et quand je suis en prise de parole en public, mon rythme cardiaque augmente, ce qui fait que je vais avoir plus de sang oxygéné qui va venir vers mes muscles, dans les jambes notamment, parce que mon corps n'aime pas être ici, là, face à un agresseur, face à du danger. Le regard des gens posés sur moi, ça peut représenter pour mon cerveau un danger. Et à un moment donné, vous l'avez peut-être déjà vécu, les tremblements de la prise de parole en public, c'est cette espèce de surstimulation. C'est-à-dire que la demande, peu importe laquelle elle est, les réponses, elles sont génériques, donc non spécifiques. Hans Selye, il dit ça comme ça. Ça veut dire qu'on est en interaction avec l'environnement, mais qu'à chaque fois qu'il y a une stimulation, peu importe, je la prends en compte et je l'évalue. Autrement dit, très inconsciemment et très rapidement, j'évalue si la situation représente un danger ou pas, et si moi, j'arrive à faire face à l'environnement ou pas. Autrement dit, il y a un principe d'équilibre qui doit se mettre en place. Et s'il y a une sensation de perte de contrôle, et pour moi, le stress, c'est ça, c'est une sensation de perte de contrôle. S'il y a une sensation de perte de contrôle, donc un déséquilibre entre ce que je perçois de la demande et ce que je perçois de mes capacités à répondre à la demande, il va y avoir une réaction, une surréaction de stress. Le stress, pour moi, c'est ça, c'est une sensation de perte de contrôle. Mais vous comprenez bien qu'elle est subjective. Parce que la vision que j'ai de moi, c'est qu'une vision très interne. Et vous savez que les gens, le regard qu'ils portent sur moi est différent de moi, le regard que j'ai sur moi. D'où la notion de confiance. Et c'est peut-être aussi, pourquoi pas, une conférence qu'on pourrait donner un jour. La notion de confiance, c'est le regard que je porte sur moi, le qui je suis et qu'est-ce que je suis capable de faire. Donc effectivement, il y a cette espèce de transaction homme-environnement. Et aujourd'hui, on est surstimulé, je vous l'ai dit. Surstimulation aujourd'hui, pression hiérarchique, etc., etc. Il n'y avait pas cette surstimulation il y a 20 000 ans. Les stress avant étaient peut-être plus puissants que ce qu'ils sont aujourd'hui, mais par contre, ils étaient moins nombreux. Et on est aujourd'hui surstimulé, donc surstressé. Alors, pour vous donner une petite indication, je vais vous présenter cette petite échelle-là. Je vais vous proposer de faire une addition, si vous le voulez bien. Je vais vous proposer de repérer dans cette échelle tous les événements que vous avez traversés dans les 12 derniers mois et de faire l'addition de tous les points qui sont corrélés à ces événements-là. Je vais vous laisser faire tranquillement. Je vais vous donner mon exemple. Moi, j'ai déménagé beaucoup dans les 12 derniers mois. J'ai déménagé 6 fois. Et oui, c'est comme ça. Donc, dans cette échelle, c'est le point 32, changement de résidence. Et ben, je vais déjà partir sur la base de 120 points, puisque les points corrélés à changement de résidence, c'est 20 points. Je vais donc déjà partir sur 6 fois 20. Et ensuite, je vais additionner tous les autres événements donc, que j'ai traversés dans les 12 derniers mois. Je vous laisse faire, petite addition. Et puis, on verra comment on procède après pour lire le résultat. Alors, on n'est pas à un point près, hein, je vous rassure. Donc, voyez ça globalement. Je précise aussi que pour ceux qui voudront aller un peu plus loin, et peut-être que vous n'aurez pas le temps de participer à cet atelier tout de suite, vous aurez accès au PowerPoint, au replay pendant quelques jours. Donc, revenez dessus après. Hein. Je vais essayer de gagner un petit peu de temps. Mais ce que vous allez pouvoir noter, c'est que cette échelle, elle a été proposée en 1967 dans une étude menée auprès d'un panel de 4000 personnes aux États-Unis, 4000 personnes. Et dans ces 4000 personnes, certains présentaient un score total, et c'est probablement le cas pour pas mal d'entre vous,
je vais bouger un tout petit peu ça, ont présenté un score total de plus de 150 points. Et ce qu'on notait, c'est que les gens qui avaient un score compris entre 150 et 200 points présentaient des troubles sévères de stress. C'est-à-dire que 37% des gens stressés à hauteur de 150 à 200 points pouvaient présenter des problèmes de peau, des problèmes de digestion, des problèmes d'insomnie, des problèmes peut-être plus psychologiques. Quand on avait un score compris entre 200 et 300 points, c'était 50% d'entre eux. Et quand, pour les gens qui avaient un score supérieur à 300 points, ça montait à 80%. On va prendre du recul aujourd'hui. En 2022, on n'est plus soumis aux mêmes facteurs de stress. On peut même avoir une vision, nous, en 2022, qui va être différente de ce qu'on peut avoir sur cette échelle. Je vous donne l'exemple de la séparation maritale. En 2022, on a quand même une vision qui est différente aujourd'hui de la séparation maritale qu'on pouvait avoir en 1967, qui plus est aux États-Unis, dans une ambiance très puritaine. Vous voyez, donc on va prendre du recul par rapport à tout ça. Pourquoi je vous fais remplir cette échelle qui est toujours utilisée aujourd'hui, pour vous sensibiliser sur le fait que le stress, ce qui est important, ce n'est pas le facteur de stress, ce sont les facteurs de stress. Et ce qu'il faut noter, c'est que la gestion du stress, ça passe par déjà se poser la question de « Ok, je me sens stressé, mais qu'est-ce qui me stresse ?» C'est donc repérer les facteurs de stress pour se poser la question de « Est-ce qu'il n'y a pas des facteurs de stress que je pourrais éviter, que je pourrais supprimer ?» Tous les jours, je suis assis au bureau avec un siège qui me gêne. Tous les jours, parce que je ne me suis pas posé la question de « Tiens, mais si je le supprimais, ce stress-là ?» Et tous les jours, j'appréhende de passer la journée dans mon siège. Il est grivois, mon exemple, mais c'est la vérité. Pourquoi est-ce que je ne mettrais pas un coussin? Au moins, je supprime ce facteur-là. Imaginez ça répercuté sur l'ensemble des facteurs de stress auxquels on est soumis, l'ensemble des relations qu'on s'oblige à avoir et peut-être qu'ils ne sont pas obligés d'avoir, etc., etc. Donc, je pense que c'est intéressant, ça. C'est l'ensemble des stimulations. C'est une stimulation qui est indispensable au maintien de l'équilibre vital. S'il n'y avait pas de stress, s'il n'y avait pas de facteur de stress, on évolue. C'est bon. Il y a encore eu une coupure. Oui, il y a une coupure. Oui. Il y a encore eu une coupure, a priori. Oui. Moi, ma connexion est très bonne, clairement. Ça fait une petite coupure de quelques secondes. D'accord, je reviens sur mon écran. Ouais. Hop, on va y arriver. Alors, si on regarde un petit peu comment ça marche sur le plan physiologique, le stress, ça marche comme ça. C'est une espèce de boucle de 3 étapes. Si je suis soumis à un gros facteur de stress, je vais activer un processus hormonal très rapide qu'on appelle la phase d'alarme. C'est la fameuse adrénaline. On en a déjà tous entendu parler, qui fait que mon rythme cardiaque va augmenter rapidement pour pouvoir réagir rapidement. Si le stress perdure, et je crois qu'en 2022, on est tous là-dedans, on est tous sur un facteur de stress qui perdure, avec un enchaînement de facteurs de stress, on a besoin de tenir dans le temps face à ces facteurs de stress-là. Et on va mettre en jeu un autre processus qui s'appelle la phase de résistance, où on va mettre en jeu le cortisol. C'est, je crois, l'hormone de la résilience. La résilience, vous en avez tous entendu parler. La résilience, à l'origine, c'est un terme qu'on utilise en sidérurgie. En fait, c'est la propriété d'un métal, d'un matériau, à subir les chocs. Le verre, par exemple, a un très faible indice de résilience. Si je tape dessus, il va exploser. Alors que le fer, par exemple, a un gros indice de résilience, il peut se déformer sous les chocs. Et en psycho, on utilise le même terme. La résilience, c'est donc notre capacité à subir les chocs traumatiques et à se déformer, à nous adapter, à nous ajuster malgré la présence des chocs. Je crois que pratiquer la respiration, pratiquer la relaxation, etc., ce sont des outils de résilience qui nous aident. Le fait de pouvoir prendre du recul sur les événements, tout ça sont des outils de résilience. Si on ne met pas tout ça en place, il y a un risque. Le risque, c'est qu'à un moment donné, il y a un effondrement de nos capacités de résistance qu'on retrouve dans ce schéma-là par la phase d'épuisement, et c'est la somatisation, l'expression par le corps de nos maux internes,
les maladies de peau, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, la chute des cheveux ou des choses comme ça, du diabète, du cholestérol, certains types de cancers, mais ça va être aussi des syndromes dépressifs. Et par accumulation d'événements stressants, on peut aller jusqu'au burn-out en contexte professionnel. On parle aussi du bore-out, c'est l'épuisement professionnel par l'ennui. On parle aussi du brown-out, c'est l'épuisement professionnel par perte de sens. Donc, vous voyez qu'il y a un côté très psycho là-dessus. Donc, je passe un peu là-dessus, mais vous voyez un petit peu, le stress suit un schéma qui est très physiologique. Le stress, il est là pour nous sauver la vie à la base. Parce que si je n'avais pas de réaction de stress, eh ben, je me laisserais bouffer par l'ours il y a 20 000 ans. Mais aujourd'hui, eh ben, je n'aurai pas cette réactivité quand le bus rentre dans mon champ de vision alors que je vais traverser la rue. Heureusement que le stress est là pour m'aider à avoir ce pas de recul. L'idée, c'est d'identifier quand ce stress devient gênant. L'idée, c'est ça. En contexte professionnel, le schéma de stress, c'est un peu celui-là. Je réagis, je résiste, je m'épuise. D'où l'idée aussi peut-être de se prévenir des états de fatigue, comme on le verra un petit peu plus tard. Gestion du stress. Eh ben, on va en parler un petit peu rapidement, se couper rapidement de la pression au travail, par exemple. Et ça, c'est un petit rituel. Là, c'est un ensemble de tips que je vais vous donner maintenant. Petit rituel que je vous propose pour se couper de la pression au travail. L'idée, c'est de changer de costume quand on finit le boulot. Les soignants le font très bien. Quand ils arrivent au boulot, ils mettent une blouse. Quand ils partent du boulot, ils enlèvent leur blouse. Les militaires que j'ai été, on le fait très bien. On met un treillis quand on arrive au boulot, vous voyez. Et quand je pars, ben, je change de costume. Sauf que pour mon cerveau, c'est un signal. Je switch de rôle, je change de rôle. Et quand on est en train de bosser en télétravail, qu'on est chez soi avec les mêmes pantoufles qu'on a au réveil, au boulot, que le soir après le boulot, le cerveau, il ne comprend pas ça. Il a besoin d'endosser un vrai costume. Et je pense qu'on peut endosser un costume physique, mais on peut aussi endosser un costume mental. Quand est-ce que je suis au travail? Quand est-ce que je n'y suis pas? Et malheureusement, quand je rentre chez moi après une journée difficile, où je n'ai pas forcément toujours vécu du positif, et que je ramène dans ma tête le négatif du travail, eh ben, vous noterez que mes conditions émotionnelles sont impactées dans ma cellule familiale, auprès de mon conjoint, de mes enfants, parce que j'ai toujours l'émotion négative qui traîne ici. Et pour ça, je crois que c'est important de switcher mentalement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 60 à 80 000 pensées par jour, dont 90% de pensées négatives. Où est le positif? Eh bien, on va aller le chercher. Et moi, ce que je propose, c'est que tous les jours, en fin de journée, 18 heures, je ne sais pas, peu importe, au moment où vous allez quitter le bureau, au moment où vous allez fermer votre PC, eh bien, vous posiez au calme, tranquillement, et que vous alliez repérer qu'est-ce qui s'est passé de positif dans la journée et que vous les notiez sur un bout de papier. 5 choses. On parle des 5 kiffs, des 5 petits bonheurs du jour. 5 choses. Voilà. Un fou rire avec un collègue, un apprentissage, un dossier que j'ai bien rempli, peu importe, des choses futiles, histoire de simplement recentrer notre cerveau sur du positif et de rentrer donc chez soi favorablement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est préparer la journée du lendemain, parce que ça, c'est un stress. Si dans mon espace mental, je sais que demain, il y a une montagne, une charge de travail, mais que tout est mêlé, j'ai besoin peut-être, avant de rentrer chez moi, de traiter cet espace mental-là, de traiter cette charge mentale-là. Et moi, je propose pour essayer de traiter ça sous une forme de tableau à double entrée. D'un côté, je vais mettre tout ce qui est urgent, de l'autre côté, tout ce qui est important, ce que j'ai à faire demain. Et finalement, cette espèce de charge mentale-là, si je prends du recul dessus, il y a peut-être des choses, je vais repérer que je m'en fais toute une montagne, mais finalement, il y a des trucs qui sont ni importants et ni urgents. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure dans l'échelle de stress? Si je repère qu'il y a quelque chose qui me stresse, mais que je peux m'en séparer, il faut s'en séparer. Poubelle. Évidemment, dans ce que je repère qui est et urgent et important, je le place en priorité. C'est ça que je vais faire en priorité le lendemain. Il y a quelque chose aussi, je pense qu'on n'apprend pas assez bien à faire et qui pourtant est une vraie technique de gestion du stress, c'est déléguer. Je vais déléguer quoi? Oui, peut-être ce qui est urgent, mais peut-être certaines choses qui m'appartiennent moins, que je peux donner. Et puis, il y a aussi des choses qui sont évidemment importantes, mais non urgentes. Et là, ça s'appelle plus procrastiner, parce que je vais le planifier. Et ça va être placer ça tranquillement, peut-être un petit peu plus tard, le surlendemain, une semaine plus tard. Mais je crois que ça, c'est important de le faire parce que ça permet d'alléger la charge mentale. Ne rentrez pas chez vous avec cette espèce de charge que j'ai sur les projections
que j'ai à me faire demain. Préparez-le à l'avance, ça, et notamment avant de quitter votre poste de travail. Je vais vous proposer aussi un petit exercice. Alors, ce ne sera pas à pratiquer, mais simplement, on va en parler. Un petit exercice pour apprendre à aborder un événement stressant, une prise de parole en public, un projet, des choses comme ça. Je vais vous proposer 4 étapes pour ça. La première des choses qu'il faut repérer, c'est que Saint-Exupéry a une grande phrase que beaucoup connaissent, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Elle n'est pas très pragmatique, cette phrase. Elle est belle, mais elle n'est pas pragmatique. Pour transformer un rêve en objectif, déjà, il y a une chose à faire, c'est à mettre une date sur nos rêves. Mettez une date sur vos rêves. Votre rêve se transformera dans votre tête en projet. Et je pense que c'est un switch mental qui change tout, parce que ça devient accessible. C'est un objectif que je me donne. Une fois qu'on se sera placé ça dans notre tête, il faut planifier le comment je vais faire pour l'atteindre, ce projet. C'est justement tout ce que je vais vous proposer de faire. Définissez votre objectif, déjà, dans un premier temps. Pensez bien que mentalement, si votre objectif est flou, les comportements que vous allez mettre en place pour atteindre votre objectif seront flous aussi. Donc, pour clarifier vos intentions, définissez votre objectif du mieux possible, dans le temps, dans le lieu, avec qui. Autrement dit, c'est le où, quand et avec qui. Cet objectif-là, maintenant, c'est se rendre compte en deuxième étape que souvent, ce n'est qu'un objectif de moyen. Je veux mener ma réunion au mieux. Objectif. Pourquoi faire? Posez-vous la question du pourquoi faire. Autrement dit, donnez du sens à vos projets. Je vais vous donner un exemple plus pragmatique. Moi, je fais de la préparation mentale. Je ne me suis pas présenté dans tout ce que je fais. Je fais de l'hypnose, de la préparation mentale. Bref, il m'arrive d'accompagner des jeunes, par exemple, au permis de conduire. Des jeunes qui sèchent leur cours de conduite. Mais tant que tu ne leur as pas posé la question de pourquoi tu passes ton permis de conduire, eux, dans leur tête, ils ne se sont pas forcément posé la question. Je dois passer mon permis de conduire. Mais en fait, passer le permis de conduire, c'est un objectif de moyen. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'il y a après? La flèche rouge, là, vous voyez? Je veux partir de chez papa et maman. Je veux trouver du travail. Je veux aller faire la fête avec des copains. Je veux être libre. Mais une fois que le gars a mis du sens sur son projet, il ne va plus sécher les cours de conduite parce qu'il sait pourquoi il va le faire. Et ça, je crois que c'est une étape qui est indispensable. Et une fois qu'on a fait ça, c'est se poser la question de comment. On a vu le où, quand, avec qui, on a vu le pourquoi, maintenant on voit le comment. Le comment, c'est l'ensemble des stratégies que je vais mettre en place, peut-être des sous-objectifs, des étapes que je dois passer de construction de mon projet. Jamais de la vie, mon projet va se réaliser tout seul. J'ai des actes, moi, à mettre en place. Et je dois m'attribuer les conditions de réussite du projet. Je ne dois pas mettre ça à des facteurs aléatoires, la chance, etc. Ça ne m'appartient pas. Je dois prendre en compte ce qui m'appartient. Quelles sont les qualités dont je dispose et les ressources dont je dispose pour mettre en place mon projet, comment je vais m'y prendre. Une fois qu'on a fait ça, l'importance du premier pas. Le premier pas, en général, c'est le plus difficile. Trouvez les forces et les ressources pour engager votre premier pas. Et vous avez donc une méthode en 4 étapes. Objectif, le pourquoi, le comment et le go, le fameux go qu'on se met dans la tête qui nous permet de déclencher de l'action. Voilà un petit peu comment je peux vous présenter la gestion du stress sur une notion un peu plus définition de l'objectif et comment est-ce que je fais pour aborder mon objectif stressant. Évidemment, mais ça paraît être du bon sens, stop à l'hyperconnectivité. Évidemment, trouver cet espace un peu qui nous permet de dire que, bah oui, si je suis hyper connecté, je garde un lien avec certaines émotions dont je n'ai pas envie de m'embarrasser. Je crois que le plus important, c'est de réattribuer notre place au loisir, à remettre le corps en mouvement. Et on est aujourd'hui dans une culture de la sédentarité. Et évidemment, les petits écrans, ça ne nous aide pas. Alors, l'hyperconnectivité, c'est aussi une conférence qu'on peut mener et mettre, parce que c'est un fléau aujourd'hui, on ne sait pas trop comment faire. Je vais vous donner 2-3 grandes lignes comme ça. Comment est-ce que je fais pour gérer l'hyperconnectivité? C'est prendre en compte déjà aujourd'hui la culture de ce qu'on appelle l'infobésité. C'est le surplus d'informations dont on a besoin. En tout cas, on a l'impression d'en avoir besoin, alors qu'en fait, on n'en a pas besoin. Tim Ferriss, dans un bouquin qui s'appelle La semaine de 4 heures, parle, lui, de la fear of missing out, autrement dit, la peur de manquer une information. Il dit qu'il n'y a plus d'infobésité à partir du moment où tu te rends compte que l'information, si elle est essentielle, quoi qu'il arrive, elle arrivera à toi.
si elle est hyper importante, que ce soit de l'info de l'actu mondiale, mais aussi de l'info un peu plus de proximité, notamment par les réseaux sociaux, hein, bah, si tu ne vas pas la chercher, ce n'est pas la peine, elle viendra à toi toute seule, si l'info est essentielle. Et je crois que si on prend en compte ça, on se rend compte que le temps passé devant BFM avec les infos qui tournent en boucle, c'est du temps perdu parce que de toute façon, les infos tournent en boucle et il n'y a rien de plus qui vient dans la journée. Donc, ce n'est pas la peine d'aller le chercher. Si c'est essentiel, ça vient à nous tout seul. Je crois, c'est le deuxième tip que je vous donne, épurez vos écrans. Faites en sorte que tout soit bien rangé, tout soit bien trié, tout soit bien organisé pour éviter la surcharge mentale. Moi, quand j'ouvre ma boîte mail, et je ne suis pas exempt de tout reproche, mon espace mail, il est sursaturé. Je dois avoir 200 ou 250 mails non lus. Mais qu'est-ce que ça envoie à mon cerveau à chaque fois que j'ouvre ma boîte mail? Du stress. Parce que ben, ce n'est pas beau, mais le problème, c'est qu'il y a peut-être des infos que j'ai oubliées là-dedans, que j'ai zappées. Et donc, forcément, ça génère du stress. Il faut épurer nos espaces connectés, un petit peu à la méthode Marie Kondo des années 80, hein, qui disait que si c'est le bordel chez nous, globalement, c'est le bordel dans notre tête, mais c'est vrai aussi pour les espaces connectés. Alors ça, on en a parlé, la déconnexion flash, hein, je vous ai dit, portez votre attention sur autre chose que sur le mental qui tourne en boucle. On a parlé aussi de la possibilité, évidemment, de se recentrer sur notre respiration. Puis, je vais vous proposer une petite méthode aussi pour créer du silence mental. Vous allez voir, ça va aller assez vite. Vous savez, cette petite phrase qui tourne en boucle et qui est un peu assassine, là, comme ça, dans notre tête, là. Je vais vous inviter à vous installer confortablement pendant 2-3 minutes. Allez-y, je vous laisse faire, en espérant que ça ne se déconnecte pas. Comme tout à l'heure, prenez une grande inspiration. Sur l'expiration, laissez les yeux se fermer. Je vais vous proposer de poser du calme sur votre visage, du calme musculaire sur votre visage. Faites en sorte que simplement le cuir chevelu se lisse, se relâche, se détende. Juste en desserrant le haut du visage, laissez glisser de la détente sur votre front. Les sourcils se relâchent. Parfois, on peut même avoir la sensation d'un espace qui s'agrandit entre les deux yeux. Mettez du calme sur vos joues, dans vos joues, et portez votre attention sur le relâchement des muscles de votre langue. L'organe qui est capable de fabriquer de la parole. Et remarquez, juste en jouant un petit peu, que si vous portez toute votre attention sur le relâchement des muscles de la langue, il devient de plus en plus complexe de se fabriquer des phrases complètes dans la tête. Si vous portez toute votre attention sur le relâchement des muscles de la langue, il est de plus en plus difficile dans la tête de faire s'enchaîner les mots. Quand vous portez toute votre attention sur le relâchement des muscles de la langue, les mots s'espacent, vous installez du blanc. Portez toute votre attention sur le relâchement des muscles de la langue et vous installez du silence mental. Je vous laisse quelques secondes pour jouer un peu avec ça. Voilà, fin du petit exercice. Vous pouvez bouger tranquillement. Il nous reste 5 minutes, 2 minutes de conférence et après, on se garde du temps pour les questions-réponses. Voilà, donc petite technique simplement pour focaliser l'attention. Je ne sais pas si ça a marché pour vous, mais c'est une option. Hein. Ça marche pas. Je vous propose un peu des jeux comme ça. Mais des fois, c'est assez bluffant quand on le fait, ça. Ça a super bien marché. Bon, et juste, on termine un peu avec le stress scolaire. Pareil, je vais vous inviter à jouer un peu à un petit jeu physique. Alors là, ça prend 3 secondes. Restez où vous êtes, là, comme ça. Je vois que vous, mesdames, donc on va jouer ensemble, mais j'espère que les autres jouent aussi derrière leurs écrans. Je vais vous inviter à laisser les dents se desserrer. Laissez la mâchoire se décontracter. Peut-être qu'il y a un espace qui naît entre les dents du dessus et de dessous. Une fois que c'est fait, je vais vous proposer de relâcher les épaules, de laisser les bras retomber vers le sol, tranquillement. Et quand c'est fait, je vais vous proposer de relâcher les abdominaux et de respirer par le ventre. On a identifié maintenant 3 étages de relaxation musculaire, la mâchoire, les épaules et le ventre. Conservez ça et essayez de vous mettre en colère. Essayez de ressentir de la colère dans quelque chose qui vient dans votre esprit. Et vous allez noter que
La colère, en fait, c'est comme si elle était débranchée, déconnectée. Je ne sais pas si vous ressentez ça. On n'est pas obligé d'avoir les yeux fermés. Voilà. Donc ça, je crois vraiment que la gestion de la colère, ça passe avant tout par le corps. Se desserrer, laisser se desserrer les parties du corps qui, naturellement, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une programmation neurologique qu'on a dans notre cerveau. Quand on est agressé, notre cerveau nous envoie un flux, en fait, d'énergie vers les muscles qui vont nous permettre de réagir face à l'agresseur. Dans les jambes, pour se barrer, mais dans le haut du corps, regardez un chien, quand il est en colère, il fait quoi? Il serre les dents, prêt à mordre. Mais on est pareil. On a la même partie de cerveau qui gère ça. Et en fait, quand on est en colère, la mâchoire se serre. Quand on est en colère, les bras sont mobilisés parce qu'on est prêt à boxer. Donc, je crois vraiment que pour envoyer un message positif au cerveau, c'est « Regarde, tout va bien, mes dents restent desserrées, mes épaules restent décontractées, je continue de respirer normalement. » Et la colère est débranchée. Jouez à ça en famille, par exemple, quand il y a vos enfants qui commencent un peu à vous énerver. Vous verrez, c'est un truc de dingue. Ça vous permet de prendre du recul tout de suite sur les événements. Et d'une manière globale, je crois que quand on est en colère, c'est parce qu'on a été heurté dans notre sensibilité et dans notre propre vérité, dans notre façon de voir les choses. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a pas la vérité, on a une vérité. Et l'autre, de son côté, il en a une aussi. Ça, c'est un petit jeu de position, de perception. Vous voyez, là, chacun voit le 6, voit le 9. Mais le premier des deux, quand les deux sont en désaccord, ils ne voient pas la même chose. Pourtant, ils regardent la même chose. Mais ils ne le voient pas dans leurs yeux, dans leur aspect cognitif, dans leurs apprentissages, dans leur système éducatif, dans leurs croyances, ils ne le voient pas de la même chose. Le premier des deux qui arrivera à se mettre dans cette position-là, qu'on appelle en PNL, en programmation neurolinguistique, la position méta, la position neutre, le premier des deux qui arrivera à se mettre dans cette position-là, c'est le premier des deux qui s'apercevra qu'en fait, la situation est ridicule. Et en fait, ça va débrancher le conflit. Donc, je crois que le conflit, ça passe par déjà la gestion individuelle musculaire, mais aussi par la façon dont je perçois les choses. Rapidement et très rapidement pour conclure, la gestion du stress, on a évoqué tout ça, ça passe par enlever le stresseur. Si on ne peut pas, c'est se soustraire du stresseur. Si on ne peut toujours pas, ça va être changer les mécanismes de perception qu'on a sur le stress et notamment prendre du recul sur, par exemple, là, le conflit, prendre du recul sur mon objectif et savoir le découper en étapes. Je vous en ai parlé tout à l'heure, un petit peu de la préparation mentale de la réussite. Si on ne peut toujours pas gérer le stress, on va passer par le contrôle de nos réactions. Et là, ça passe par la respiration, par la relaxation, par remettre du dynamisme dans nos états. Et je crois qu'il ne faut pas oublier ça. C'est recevoir un appui. Les psychologues sont là pour ça. Les médecins spécialistes sont là pour ça. Ils n'auront pas forcément les outils que je vous donne aujourd'hui. Ils n'auront pas la réponse comportementale que je vous donne aujourd'hui. Ils ont une réponse plus médicamenteuse, mais je crois que ce n'est pas à mettre de côté non plus. Et tout simplement, la bonne oreille, la bonne écoute, communiquer. Et je crois que c'est important. On dit souvent qu'une émotion négative, quand elle est verbalisée dans le ressenti, elle est divisée par deux. Au contraire, une émotion positive, quand elle est verbalisée, quand je la partage, je multiplie par deux le ressenti du positif. Donc, je crois vraiment que la communication, ça reste quand même la base de tout. Ça nous permet aussi, alors là, c'est encore un autre sujet, en communication non violente, on parle d'exprimer son état, son ressenti. Je crois que ça permet simplement que la personne en face, elle comprenne ce qu'on ressent et je crois que c'est le plus important. Voilà, j'en ai terminé. Donc, maintenant, c'est l'espace aux questions. J'ai un petit peu débordé. Il est déjà 12h30, mais allez-y, moi, je reste connecté. Donc, si vous avez du temps, et désolé pour les soucis techniques, je ne sais pas s'ils viennent d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance. Dans tous les cas, je reste avec vous là quelques instants si vous voulez qu'on réponde à quelques questions. N'hésitez surtout pas à animer le chat. Allez-y. On garde du temps si vous on a voulez. du temps pour en discuter. Oui. Merci Sébastien en tout cas. Je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Les exercices, ont été impressionnants. De notre côté, écoutez, tant mieux. J'espère surtout que vous avez appris certaines choses. Alors, ça tombe bien, si vous avez apprécié, je vais vous passer dans la ligne de chat le petit questionnaire de satisfaction, le questionnaire, une petite évaluation. Hop, je le mets moi-même dans la ligne de chat. Oui. Il n'y a pas de questions, du coup, dans la ligne de chat? Non. Non, alors attendez. N'hésitez pas. Oui.
A priori, peut-être pas dans le chat, mais dans questions-réponses. Je n'ai pas le chat, j'ai l'impression qu'il n'est pas partagé avec tout le monde. Ah, peut-être Ouais. que ça vient de là. Voilà, Alors moi, n'hésitez pas à poser des questions dans questions-réponses. vous voulez, alors peut-être aussi que les soucis techniques ont fait que certaines questions ont été posées sur les premières sessions, puis comme on est revenu sur une nouvelle, bon, je comprends pas trop les soucis techniques pour le coup. Bon, on a c'est pu bon. rester. J'ai l'impression que ça n'a pas plus dérangé que ça, mais bon, Non, c'était très C'était court, très hein, court. finalement. tant mieux. Par Ouais, contre, ce que je vous propose, c'est n'hésitez pas à collecter de votre côté s'il y a des questions, vous me les envoyez un petit peu plus tard. Alors, il ne faut pas qu'il y en ait 100 non plus. Je n'aurai pas forcément le temps de répondre à 100 questions, mais s'il y en a, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez m'en faire part un petit peu plus tard. Et puis, de toute façon, on se revoit dans pas très longtemps. Je crois bien pour aborder. Je crois que c'est mon sujet phare, le sommeil. Donc, ça va être sympa. Donc là, on a quelques questions, Oui. Sébastien. J'arrive. Déjà, certaines personnes vous remercient. Nicolas, merci. Léna, merci pour tout. Petite question, ce serait quoi se soustraire au stresseur? Se soustraire des stresseurs. Mm. Je vous donne un exemple. Vous êtes en conflit avec un collègue. Le stresseur, vous êtes d'accord, vous n'allez pas pouvoir le supprimer. Ou alors, c'est qu'on ne vit pas dans la même société. Par contre, ça peut être vous éviter la relation que vous avez au stress. Vas-y, hein, j'ai quelqu'un qui va passer derrière, mais vous inquiétez pas, il ne va pas parler. Mais vous voyez, vous comprenez ça? Une fois que j'ai identifié la source de stress, il y en a certaines, je ne peux pas l'éliminer. Par contre, je peux me poser la question de est-ce que je ne peux pas l'éviter? Je vous donne un exemple. Si vous travaillez dans un bureau que vous n'aimez pas de par l'environnement, parce qu'il y a trop de lumière, parce qu'il y a trop de son, etc., et que ça fait des mois qu'en fait le bureau d'à côté est vide. Évidemment que c'est peut-être pas le cas, hein, mais c'est pour vous donner des exemples. Que ça fait des mois que le bureau d'à côté est vide. Vous supprimerez pas le stress en lui-même. Par contre, vous pourrez l'éviter en allant vous installer dans le bureau à côté. Vous comprenez? Donc l'idée, c'est de savoir déjà quelle part de responsabilité j'ai dans les comportements que je peux mettre en place pour gérer le stress. C'est ce qu'on appelle en psycho les mécanismes de coping. De quelle stratégie je dispose pour faire face au stress. Et il y a certaines stratégies qui peuvent être orientées vers le stresseur en lui-même. Si ce n'est pas possible, ok, je vais m'occuper de mes réactions à moi, la respiration, la gestion musculaire, les choses comme ça. Vous comprenez? Voilà, donc c'est quelques exemples que je pouvais vous donner. Et on a une autre question aussi qui est plutôt quel livre conseillez-vous pour la gestion du stress? Si vous avez des questions. Après, écoutez, moi, je suis expert en technique d'optimisation du potentiel. Donc, c'est la méthode du médecin qui s'appelle Édith Perrault-Pierre. Je vais vous conseiller son bouquin. Je vais vous l'écrire dans la ligne de chat. Je ne touche pas de commission dessus. Hein. C'est moi la réponse au chat. J'ai l'impression que sur le chat, ça n'a pas l'air de marcher. C'est que entre nous. Faites une recherche sur Google sur technique d'optimisation du potentiel. Ce sont les outils dont moi je dispose. Alors, j'en utilise d'autres, hein, la PNL, l'hypnose, etc. Mais en termes de gestion du stress, les réponses les plus pragmatiques, je les ai trouvées là-dedans. Technique d'optimisation du potentiel. Vous verrez, alors il y a des stages, il y a des livres à acheter, il y a des formations à suivre, vous faites ce que vous voulez après derrière. Mais allez vous orienter un peu vers là, pour moi, c'est le plus adapté au contexte de l'entreprise parce que c'est ce qu'il y a de plus pragmatique. Ces outils-là, moi, je les ai appris à l'armée. Vous voyez, chez les militaires, on ne peut pas leur parler un peu cuit-cuit, les petits oiseaux et bisounours, il faut leur parler de réponses claires, pour leur parler de réponses opérationnelles et pragmatiques. Et c'est en ce sens que je pense que l'outil, il correspond vraiment aux besoins de l'entreprise, aux besoins du soin, aux besoins du sport. Et donc, on a beaucoup de réponses en gestion du stress et en prévention des états de fatigue. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil par là-bas. Ouais. Technique d'optimisation du potentiel. Ok, super. On a une autre question. Comment faire face à un employeur qui ne prend pas en compte ses employés et leurs difficultés? Je crois que là, on est dans une question de positionnement. C'est-à-dire que moi, quand je suis face à mon employeur, et je suis désolé, la réponse ne va pas vous plaire, mais malheureusement, c'est la réalité. Quand je suis face à mon employeur, je suis dans ma position de collaborateur et lui, il est dans sa position de patron. Et alors là, vous vous rappelez le 6 et le 9 ? Lui détient sa vérité. Vous détenez la vôtre. Je sais qu'il y a de l'injustice, mais lui, qu'est-ce qu'il vit de son côté? Il vit des pressions que nous, on n'a pas. Alors, je sais que ça ne plaît pas, ça ne va pas plaire aux syndicats, ce que je dis, par exemple, hein, mais je suis désolé, il faut que je le dise. Le truc, c'est qu'on a tous notre vision des choses.
on a tous nos responsabilités à notre niveau. Et je crois que, enfin moi, dans tous les cas, c'est comme ça que je fonctionne. En analyse transactionnelle, je suis désolé, je vous donne un petit peu de psycho là-dedans, mais c'est intéressant. En analyse transactionnelle, on parle de position PAE. La position P, c'est la position de parent, professeur, patron. Et en bas, on a la position de élève, employé ou enfant. Et c'est vrai qu'on a des patrons qui sont très dans une position parent, ou professeur ou patron. On a des employés qui sont des fois dans une position un peu trop adulte, autrement dit, en analyse de ce qui est en train de se passer. Et c'est simplement se dire qu'on n'est pas dans la même position dans tous les cas, lui et nous. Donc, je crois qu'on ne peut évidemment pas, dans ces cas-là, gérer le stresseur. Les deux seules choses qu'on peut faire, c'est soit prendre une position perceptuelle, de perception différente sur la situation en cours et se demander ce que lui il vit de son côté. Et peut-être aussi tout simplement gérer nous-mêmes nos propres émotions et puis se dire que peut-être que le principal, c'est pas ce qui se passe au boulot, mais c'est comment est-ce que je rentre chez moi. Et je crois que ça, c'est important, c'est une part des choses qu'il faut qu'on fasse. Vous ne pourrez pas gérer le patron, c'est pas possible. Ou alors vous l'envoyez en formation avec moi. Ok. Sinon, que des remerciements. Un grand merci, webinaire hyper intéressant. Merci pour les exercices de Sophro qui font toujours autant de bien. Voilà, il y a 1000 merci. C'était très clair. Ouais. J'ai quelqu'un qui dit, ce n'est pas une question à partager, mais une remarque. Dès que l'agression n'existe plus, c'est pas très sympa pour celles et ceux. Mais je ne me rappelle plus quand est-ce que j'ai dit ça, que l'agression n'existe plus. C'est marqué dans la ligne de chat. Ah oui. Ce n'est pas très bien pour ceux qui se font agresser. Peut-être au... Alors, la personne a complètement raison et tort à la fois. L'agression, elle n'existe plus, ça c'est un fait. Chronologiquement, elle est dépassée. Par contre, je vis toujours avec. Vous imaginez bien, je suis thérapeute, moi, à la base. Je fais de l'hypnose. Évidemment que je ne peux pas ne pas prendre en compte la remarque qui a été faite. La remarque, elle est très juste. Chronologiquement, l'agression est dépassée. Par contre, si je continue dans mes représentations actuelles des choses à vivre avec, évidemment qu'elle existe encore dans mon corps et dans mon mental, dans mes émotions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai dit ça. Et si je l'ai dit, il faut prendre du recul avec ce que j'ai dit, parce que ce n'est sûrement pas ce que j'ai voulu dire. Il y a une phrase qui est très importante en développement personnel, qui est essentielle. C'est que ce n'est pas la réalité qui compte. C'est la façon dont je l'aperçois. Ça, c'est très important. C'est vraiment une phrase qui est essentielle. Donc, voilà, on pourrait ensuite débattre. On s'éloigne un petit peu, mais on pourrait débattre après un peu sur tout ça. Mais je la prends en compte, cette remarque, c'est très pertinente, évidemment. Et c'est sûrement pas ce que j'ai voulu dire si je l'ai dit. Il y avait aussi, je reviens, j'ai un peu de temps, peut-être pas vous, mais il y avait une... Ah non, c'était pas une remarque sur... Non, c'était une remarque, mais c'était un remarciement. Donc, voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres choses. Oui, on a fait le tour. Ouais, il manque un S à petit bonheur, merci. On a plusieurs. Important. Oui, voilà, on a fait le tour. Ok, super. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à tout le monde pour votre participation. Merci à Sébastien. Qu'on retrouve du coup vendredi. Voilà, c'est ça. Ouais, ça va être génial. Ça va être génial. Venez nombreux, invitez vos collaborateurs qui hésitent à venir. Ça va être top. Vous allez voir. Voilà, ça va être sympa. On a hâte. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Moi qui vous remercie. Merci et passez une bonne journée. Prenez soin de vous. À très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.